L'info du jour, c'est le Paris Saint-Germain avec ce match exceptionnel hier face au Bayern Munich en demi-finale aller. Le PSG a tremblé, mais le PSG a vaincu. Victoire 5-4 sur sa pelouse. On en parle avec Adèle Benta, journaliste SoFoot. À 13h30, on sera en direct avec Marie Schuster depuis la cour d'appel de Paris où Nicolas Sarkozy était appelé à s'exprimer sur le financement présumé de sa campagne électorale de 2007 par la Libye. Ça fera aussi l'objet de la chronique politique de Roselyne Fèvre à 14h dans le club des chroniqueurs. Et à 14h30, derrière l'image, l'émission sera aujourd'hui consacrée à la place des téléphones portables à l'école. On en parlera avec Aurélie Javadi, chef de rubrique éducation et société à The Conversation France. Un match offensif comme on en voit rarement. Hier, le Paris Saint-Germain a régalé son public et a fait le travail à la maison. 5-4 face à un Bayern Munich tout aussi méritant, mais peut-être un petit peu moins chanceux. Les hommes de Luis Enrique sont déjà focalisés sur le match retour la semaine prochaine en Bavière. Le récit de Nicolas Chamantin. Un sommet de jeu entre deux des plus grandes équipes d'Europe. Avec 9 buts inscrits, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont régalé le Parc des Princes et aussi l'entraîneur parisien, Luis Enrique. L'intensité du match pendant tous les moments a été exceptionnelle. Et, on a gagné le match. C'est clair qu'on est content, très content. La partie avait pourtant mal débuté pour les Parisiens, menés après un pénalty de Harry Kane. Repassé devant puis rejoint, le club de la capitale marquait à son tour sur pénalty, prenait le large 5-2, mais encaissait 2 nouveaux buts en fin de match. Les Parisiens Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, tous deux auteurs d'un doublé, ont donné la réplique aux Bavarois Michael Olise et Luis Diaz. Et Vincent Kompany prédit le même festival offensif lors du match retour, mercredi prochain à Munich. La finale, c'est la semaine prochaine, la finale de ce match. Et je m'attends à la même chose. Il y a moyen de réaliser quelque chose juste en gagnant. Et c'est ce que je disais, on a besoin du poids de ce stade. Contraint de suivre la rencontre en tribune à cause d'une suspension, l'entraîneur du Bayern sera de retour en bord de pelouse. Le PSG, lui, devra peut-être faire sans son défenseur Achraf Hakimi, blessé en fin de match. Le vainqueur de la double confrontation jouera contre Arsenal ou l'Atlético Madrid en finale, le 30 mai, à Budapest. Et on en parle avec vous, Adèle Benta, de ce match. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, j'aimerais vous demander ce que vous avez ressenti en regardant ce match. C'était quoi vos émotions ? Honnêtement, je pense que c'est le plus beau match que j'ai vu cette saison, tout simplement. Surtout, il y a même, je dirais, une part de frustration que ce match-là ne se soit pas déroulé en finale. On se dit qu'il est arrivé peut-être un peu trop tôt avec cette demi-finale, mais oui, c'est clairement le match de la saison. Je ne sais pas si le ballon est sorti plus de 15 fois du jeu, tellement il y avait du rythme, il y avait de l'intensité. Les deux équipes ne se sont pas cachées, alors que c'était un match à enjeu, comme on le disait. Donc il y aurait pu avoir un peu de prudence, un peu de pragmatisme de la part des deux coachs, mais pas du tout. Ça a joué les coups à fond, ça a joué l'aspect offensif à fond. Et c'est juste ça qu'on demande, en fait. Et le fait de voir ça à ce niveau de compétition, c'est suffisamment rare pour que ça nous apporte autant de plaisir et de bonheur, tout simplement. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire que c'était une finale avant l'heure, finalement. Exactement, c'est les deux meilleures équipes de cette saison. C'est les deux équipes qui ont réussi à maintenir le plus de constance pendant tous ces mois. Et oui, donc voilà, il y a peut-être cette part de frustration que ces deux formations ne se rencontrent pas en finale. Quand on voit la finale de la saison dernière entre le PSG et l'Inter qui a été à sens unique, on se dit qu'un PSG-Bayern en finale, ça aurait été peut-être l'apothéose de cette saison footballistique. Mais honnêtement, oui, on a pris énormément de plaisir. Et j'espère qu'on ne sera pas déçus au match retour et qu'on aura autant de buts et de spectacles. Et on pouvait s'attendre à un tel festival offensif ? Honnêtement, oui. De la part du PSG, c'est une certitude, puisque le PSG, c'est une équipe qui attaque. Quand on voit les matchs de Kvaratskhelia, d'Ousmane Dembélé, qui revient à une forme assez incroyable, il n'y avait pas de problème. Mais le Bayern aussi, lors de son quart de finale face au Real Madrid, c'est une équipe qui a encaissé 4 buts et qui a réussi à en mettre 6. Donc là aussi, il y a beaucoup d'ouverture, que ce soit en défense ou en attaque. On l'a vu aussi le week-end dernier pour le Bayern Munich, qui a réussi à remonter au score. Exactement, qui a gagné 4-3 à la dernière minute face à Mayence. Donc oui, on pouvait s'attendre à un festival offensif. Mais 9 buts dans une demi-finale, d'ailleurs, c'est un record pour une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est juste exceptionnel. Hier, on a eu droit à 2 doublés, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia.
On a eu le but de Joao Neves aussi. Pour vous, quel joueur a fait la différence hier soir vraiment? Kvaratskhelia, honnêtement, c'est devenu un petit peu la coqueluche des Parisiens. Très clairement, parce que c'est quelqu'un d'assez discret finalement. On l'entend pas trop dans les médias. Je sais pas s'il parle français, mais voilà, en tout cas, on l'entend très peu dans les médias. Et donc le fait de le voir s'exprimer à ce point, avec autant de qualité et d'enthousiasme sur le terrain. Si vous voulez mon avis personnel, j'avais au départ un peu de réticence avec ce joueur lorsqu'il était à Naples. Je me disais, bon, il est arrivé il y a un an, on rappelle qu'il est arrivé il y a seulement un an. Et je me disais, c'est peut-être un joueur qui fera une bonne saison et qui ensuite s'éteindra, mais en fait, il m'a tout de suite fait taire. C'est un joueur exceptionnel. Et s'il n'avait pas la Coupe du Monde cette saison, ce serait peut-être mon candidat au Ballon d'Or. Au Ballon d'Or. Ouais. C'est vrai qu'il est arrivé il y a seulement un an et pourtant on a l'impression qu'il est un petit peu l'âme de cette équipe du Paris Saint-Germain. Comment on l'explique ça? Comment il a réussi à gagner sa place comme ça? Parce que c'est un joueur qui a été voulu par Luis Enrique, tout simplement. C'est pas un joueur qui a été voulu par la direction parisienne, mais par Luis Enrique, qui sentait que c'était un joueur qui pouvait être ce plus dans son secteur offensif. On sait qu'Enrique a, entre guillemets, révolutionné le style de jeu d'Ousmane Dembélé en le transformant limite en numéro 9. Et il voulait justement un joueur qui soit complémentaire sur un côté. Et il l'a trouvé avec Kvaratskhelia. Et quand votre entraîneur vous veut dans son équipe, dans son système, où vous ne pouvez que vous épanouir, il est arrivé en mois de janvier. On aurait pu attendre une petite période d'adaptation. Il n'en a pas eu. On a l'impression, comme vous l'avez dit, qu'il est là depuis 5 ans au PSG. Honnêtement, c'est un joueur exceptionnel. Une déception peut-être à souligner hier du côté des Parisiens, Désiré Doué. Désiré Doué, petite déception. Je m'attendais à ce qu'il soit plus visible, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Finalement, il était un peu éteint. D'ailleurs, il a été sorti en cours de match. Par Barcola. Exactement. Et petite déception, je vais être un peu difficile, mais avec Vitinha, que j'avais peut-être trouvé un cran en dessous. D'ailleurs, le Bayern en a profité et beaucoup passé par l'axe du milieu parisien. Donc voilà, ce serait peut-être mes deux déceptions, mais vraiment là, c'est pour pinailler, parce que le match a été d'un niveau assez fou. Vitinha qui revenait de blessure. Exactement. Fabien Ruiz aussi d'ailleurs. Fabien Ruiz qui est entré en jeu exactement, qui revenait aussi de blessure. Est-ce que pour vous, le Paris Saint-Germain est en train de monter en puissance là? Clairement. En fait, le Paris Saint-Germain est devenu le Real Madrid des années précédentes. C'est-à-dire que le Real Madrid, sur le début de saison, c'était assez calme, assez tranquille. Et dès que le printemps arrivait, mars, avril, mai, ça partait en bombe. Là, pour le Paris Saint-Germain, c'est exactement ça. Et c'est logique à dire, mais la victoire en Ligue des Champions l'année dernière a débloqué quelque chose dans cette équipe. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent se rater limite sur les 6 premiers mois de la saison. Sur les 6 derniers mois du sprint final, ils seront là. Et en fait, ils jouent avec une insouciance et ils font peur surtout à leurs adversaires. Donc oui, là, le PSG est clairement monté en puissance. Et c'est clairement la meilleure équipe européenne et du monde actuel, quoi. Ça y est, c'est devenu un grand club européen respecté par tous les autres clubs, comme ce n'était pas le cas il y a quand même quelques années. On se souvient qu'ils sont passés quand même par des périodes compliquées, des remontadas, dont on se souvient tous, fans du PSG. Oui. Non, le PSG, c'était limite un running gag, ces éliminations successives en Coupe d'Europe. Et là où on voit que le club a officiellement ou définitivement gagné en légitimité, c'est les déclarations de Karl-Heinz Rummenigge, qui est l'ancien PDG du Bayern Munich, aujourd'hui membre du conseil de surveillance du club et ancienne légende du Bayern Munich, qui avant dézinguait, dès qu'il en avait l'occasion, le PSG en parlant d'argent, de financement du Qatar, etc. On entendait beaucoup plus parler du Qatar et du financement, évidemment. Et qui hier ou avant-hier a fait une déclaration disant que oui, c'est la meilleure équipe actuelle. Luis Enrique est un entraîneur fantastique, Nasser El-Khelaifi fait un travail formidable, etc., etc. Donc on sent que cette victoire en Ligue des Champions a vraiment inversé le rapport de force pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, les joueurs ils se préparent déjà mentalement au match retour de la semaine prochaine à Munich. On a demandé à Luis Enrique combien de buts devra marquer le PSG la semaine prochaine. Écoutez sa réponse. J'ai fait la même question à mon staff il y a 5 minutes. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner ce match? Minimum 3. C'est ce que nous pensons. Pour vous, on doit s'attendre au même style de match? Si Luis Enrique en tout cas le dit, c'est que oui, on peut s'attendre au même style. Quand un entraîneur, d'habitude les entraîneurs sont assez frileux en disant non, on va y aller d'abord pour ne pas perdre, etc. Quand vous avez un coach en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, à l'extérieur, qui vous dit on va marquer minimum 3 buts, ouais, on peut s'attendre à ce que le discours dans le vestiaire il soit vraiment offensif. Et pareil de l'autre côté avec Vincent Kompany qui a dit qu'on devra gagner à en crever pour reprendre ses termes. Donc oui, je pense qu'on aura du très très beau spectacle aussi au match retour. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire de cette équipe, Luis Enrique? Finalement, c'est depuis son arrivée qu'on a l'impression que le PSG a pris une autre dimension. Il a réussi à en faire une équipe, tout simplement. Avant, c'était une somme d'individualités. Parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Ça marchait d'ailleurs quasiment jamais. Et lui, il est arrivé.
Il a dit vos égos, ça ne m'intéresse pas, vous les mettez de côté. Moi, ce que je veux, c'est une équipe. Il a, entre guillemets, viré les indésirables. Je ne parle pas de Kylian Mbappé, mais voilà, les gens diront forcément ça. Mais en tout cas, il a mis de côté les joueurs indésirables. Il a gardé son noyau dur. Le PSG est devenu une équipe qui ne recrute plus autant que les saisons précédentes. Donc oui, il en a fait une vraie équipe, un noyau dur. Et surtout, en fait, lui, il incarne cette équipe-là. Il a incarné, en gros, c'est les joueurs autour de l'entraîneur et plus l'entraîneur autour des joueurs. Et je trouve ça juste formidable. C'est devenu une équipe qui gagne, c'est devenu un rouleau compresseur. On en vient à dire que le PSG va facilement gagner une deuxième Ligue des Champions, alors qu'en gagner une, c'était limite inconcevable sur les années précédentes. Donc le travail de Luis Enrique est juste exceptionnel. C'est le départ des stars aussi qui a fait du bien, Neymar, peut-être un petit peu Kylian Mbappé, oui. Léo Messi. Exactement, clairement, puisque je veux dire, ce modèle de recrutement galactique, je parle du Real Madrid, parce que c'est l'équipe que j'affectionne en particulier, mais le Real Madrid avait déjà tenté ce fonctionnement-là, ça n'a pas marché, le PSG a essayé, ça ne marche pas. Et en fait, on en vient à dire que malgré l'argent, malgré les financements, etc., on revient à l'essence même du football qui est un sport collectif. Et quand vous unissez tout un groupe de 26, 27 joueurs autour du même objectif, avec un entraîneur qui a des principes et qui ne déroge à aucun de ces principes-là, vous finissez par l'emporter. C'est ce que le PSG est en train de faire. Et surtout, le PSG, à défaut de recruter des stars, crée des stars maintenant. Désiré Doué est devenu une star. Kvara est en train de devenir une star. Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or. Enfin, je veux dire, le PSG est devenu maintenant une fabrique à grands joueurs et c'est tout à son honneur. Dans cette équipe, la place de certains, elle est indiscutable. Est-ce que c'est le cas de Matvei Safonov à la place au poste de gardien? À l'heure actuelle, en tout cas dans l'esprit de Luis Enrique, oui. C'est devenu l'élément indiscutable entre les poteaux. On aurait pu s'attendre à ce que Lucas Chevalier, qu'on désignait un peu comme le successeur de Mike Maignan, etc., pour reprendre le flambeau en équipe de France. Finalement, ça s'est un peu essoufflé. Mais en tout cas, oui, dans l'esprit de Luis Enrique, c'est Matvei Safonov le numéro 1. Il faut rappeler que Luis Enrique n'a pas hésité à écarter Gianluigi Donnarumma, qui pourtant venait de faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Donc, encore une fois, c'est un entraîneur qui a des principes. Et quand il a une idée en tête, jusqu'à ce qu'il arrive au bout, en tout cas, il n'en déroge pas. Et tant mieux pour Safonov. C'est une surprise pour tout le monde. Pas grand monde le connaissait avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui ne paye pas de mine quand on le regarde comme ça physiquement, etc. Mais hier encore, il fait un match vaillant. Il a des sorties au point qui sont parfois pas académiques, mais c'est un gardien qui n'a pas peur, qui va au duel et qui ne fait que marquer des points au fur et à mesure de la saison. Donc voilà. Pour moi, Luis Enrique tient son gardien. Ce qu'on retiendra aussi de ce match, c'est la blessure d'Achraf Hakimi. Encore une fois, face au Bayern Munich, car il s'était déjà blessé lors d'un match de poule. Est-ce que ça doit inquiéter le PSG pour la semaine prochaine? Ça doit un peu inquiéter le PSG et même, je dirais, peut-être le Maroc pour la Coupe du Monde, puisque là, c'est une blessure musculaire. On l'a vu, on avait l'impression que c'était un claquage. Oui, c'est ça, il se tenait la cuisse assez fort. Et il n'a pas pu être sorti. Exactement, il ne pouvait pas être sorti, sinon l'équipe finissait à 10. Et encore une fois, c'est sur un appui un peu anodin. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Lorsque les joueurs se blessent seuls, on se dit que c'est plus grave que lorsqu'on prend un tacle. Donc oui, inquiétude un peu pour le Paris Saint-Germain. Heureusement, le PSG a quelques options pour le remplacer, mais il faudra, concernant Hakimi lui-même individuellement, il faudra voir sur le long terme si ça ne le pénalisera pas pour sa Coupe du Monde. On sait que la CAN, il l'a joué de justesse aussi. Donc voilà, on espère en tout cas qu'il sera de retour pour le bien du spectacle. J'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur le Bayern Munich. C'est vrai que c'est une équipe, c'est un géant européen. On le voit comme l'un des favoris au titre. Comment vous les avez trouvés, les Bavarois, hier? Je les ai trouvés conquérants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur de ce rouleau compresseur parisien, mais friables en défense, comme on avait pu déjà ce week-end, comme on l'a dit, face à Mayence, ils en prennent 3, même s'ils gagnent à la fin, mais aussi en quart de finale face au Real Madrid, face à un Real Madrid assez moyen, il faut le dire. Ils ont quand même réussi à encaisser 4 buts sur les 2 matchs. On savait que c'était un peu leur talon d'Achille, cette défense friable, notamment sur les côtés. Je pense à Josip Stanisic, l'international croate qui a pris l'eau et par qui toutes les actions parisiennes sont passées hier. Manuel Neuer n'a pas, ça me fait mal au cœur de le dire, il n'a pas été non plus très rassurant, notamment dans ses relances au pied. Donc voilà, un peu friable en défense, mais par contre devant, et mention spéciale pour Dayot Upamecano qui réalise une saison assez exceptionnelle et qui tient la défense bavaroise à lui tout seul. Mais maintenant devant, c'est juste exceptionnel. Michael Olise, le niveau est fou. Et honnêtement, j'ai plus de mots pour décrire le niveau de ce joueur qui est passé un peu de l'ombre à Crystal Palace à limite le meilleur joueur du monde. Et Harry Kane qui s'est mué un peu en numéro 10.
lui qui est habituel numéro 9. Hier, il a été plus dans la distribution. Et c'est vraiment Luis Diaz et Michael Olise, les deux acolytes offensifs qui sont montrés les plus entreprenants. Donc non, le Bayern, impressionnant offensivement, un peu moins défensivement. Vous évoquiez Michael Olise, c'est l'une des pépites de cette équipe du Bayern Munich. Hier, il a réalisé un match fantastique. Il réalise une saison fantastique. Son nom circule même. Vous avez évoqué celui de Kvaratskhelia, mais pour le Ballon d'Or. C'est une saison incroyable qu'il réalise, Michael Olise. C'est rassurant pour l'équipe de France. Mais c'est totalement rassurant pour l'équipe de France. Et on aura limite un problème de riche, puisque là, on a Michael Olise qui brille avec le Bayern. On a Ryan Cherki qui brille avec Manchester City. On sait que les deux jouent plus ou moins au même poste en équipe de France. Non, Michael Olise, c'est formidable. Et ce que vous disiez et ce que je disais pour le Ballon d'Or, si le Bayern est amené à gagner la Ligue des Champions, ce qui est fort probable, que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, ce qui est aussi fort probable, je vois pas comment Michael Olise pourrait échapper à ce Ballon d'Or. Non, c'est un joueur honnêtement exceptionnel. Il est passé d'une équipe de milieu de tableau de Première Ligue à Crystal Palace à l'un des plus grands clubs européens, et son transfert et son adaptation s'est fait comme si de rien n'était. C'est un joueur qui a aussi une personnalité assez particulière. On parlait de la discrétion de Kvara, mais lui aussi, il est vraiment dans sa bulle. Il n'a pas de sponsor, par exemple, ce qui est assez rare pour un footballeur. Il n'a pas d'équipementier propre à lui, il est dans sa bulle, il ne parle quasiment à personne. Et en fait, cette personnalité-là crée une sorte de mystique autour de Michael Olise qui s'ajoute à son talent technique, en fait. Et ça en fait vraiment un joueur avec un certain charisme, malgré sa jeunesse. Et honnêtement, moi, il me bluffe tout simplement. Et c'est mon joueur de la saison, mon petit chouchou de la saison, avec Kvara, évidemment. 5 buts à 4, c'est assez rare en Ligue des Champions, 9 buts au total. Mais c'est pas le record. Le record, c'était en août 2020. Le Bayern Munich l'emportait à Barcelone, 8 buts à 2. Exactement. C'était la fameuse Ligue des Champions sous Covid. Là, et les Parisiens étaient très contents. Exactement. Les Parisiens étaient très contents de l'élimination du Barça, même si le PSG a perdu cette finale de Ligue des Champions face au Bayern. Mais hier, c'était du coup le record en demi-finale de Ligue des Champions. Il y avait aussi un record de buts similaire, mais c'était dans les années 60-70. Mais voilà. Mais en tout cas, dans le football moderne, c'est un record et c'est encore une fois suffisamment rare pour être souligné. Il y a un débat, est-ce que c'est le plus beau match de l'histoire de la Ligue des Champions ou non? Je ne sais pas. Il y a peut-être la finale de 2005 entre Liverpool et l'AC Milan qui avait fini à 3-2 avec une victoire épique de Liverpool au tir au but. Mais ce match-là me fait aussi beaucoup penser à la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Avec la fameuse 2022. Exactement, 2022, avec un match à intensité, mais avec des buts dans tous les sens. Donc non, hier, honnêtement, on peut que remercier, qu'on soit supporter de l'une ou l'autre équipe, on peut que remercier les 22 acteurs pour ce qu'ils nous ont offert. Et est-ce qu'on tient là l'un des deux vainqueurs de la Ligue des Champions, là, entre le PSG ou le Bayern Munich, probablement? Si on est ultra pragmatique, oui, en fait. Alors, remis s'il y a vraiment une surprise immense de l'autre côté, que ce soit d'Arsenal ou de l'Atlético, je vois pas comment le titre peut échapper au PSG et au Bayern Munich. Ce sont les deux équipes les plus sûres en termes de jeu, en termes de dispositif tactique et en termes de sérénité mentale, c'est-à-dire que ce sont deux équipes qui sont habituées à gagner. Le Bayern est déjà champion d'Allemagne depuis 2 semaines, donc eux, ils n'ont plus rien à jouer si ce n'est ça, donc ils seront focus sur ça. Le PSG va très très certainement être champion de France, donc pareil, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on baisse un peu d'un cran, ce sont deux équipes ultra défensives, que ce soit l'Atlético ou Arsenal, donc je ne vois pas comment le titre pourrait échapper au Bayern ou à Paris. En tout cas, dans cette autre demi-finale qui se déroule ce soir, Arsenal part favori, puisqu'ils sont arrivés premiers du classement en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas eu un parcours flamboyant dans les phases éliminatoires. On se rappelle de cette victoire face au Sporting au premier match aller, puis 0-0 au match retour. C'est quoi ces qualités à cette équipe Arsenal? Arsenal, il y a un peu de moquerie autour de cette équipe en disant que c'est un gagne petit, c'est 1-0 et puis on ferme boutique. C'est une équipe qui est très forte sur coup de pied arrêté et sur contre. Donc c'est plus une équipe qui va profiter des failles de son adversaire, plus que développer son propre jeu. Et ce qui est un peu décevant en fait avec cette équipe, c'est que on le voit d'ailleurs en championnat où ils ont perdu leur avance face à Manchester City alors qu'ils avaient vraiment un matelas pour être champions, et là ils vont probablement perdre le titre dans les dernières journées. C'est une équipe qui déçoit dans le sens où elle a tellement bien commencé qu'on s'attendait à ce que ce soit flamboyant. Et avec la saison et les matchs en jeu qui approchaient, elle a baissé de régime. Donc on sent que c'est une équipe qui est un peu plus friable. Le coach Arteta ne transpire pas non plus la sérénité. Quant à l'Atlético, on connaît Diego Simeone, on connaît le fameux Cholismo avec une équipe ultra défensive qui ensuite se projette très vite vers l'avant. Donc voilà, pour moi, je pense qu'Arsenal, encore une fois, est favori
puisqu'elle a gagné quelques certitudes en cours de saison. Mais attention à l'Atlético, qui est une équipe qui embête pas mal de gros cylindrés cette saison. Le Barça, notamment, en a fait les frais. Donc voilà, petit avantage pour Arsenal. De l'autre côté, du côté de l'Atlético, on a Antoine Griezmann, l'un des chouchous des Français. C'est sa dernière saison en Europe, puisqu'il part jouer aux États-Unis en MLS à Orlando. Il lui manque une Ligue des Champions à Antoine Griezmann aussi. C'est ça, il lui manque un gros trophée, un trophée majeur avec l'Atlético. On sait qu'il a gagné simplement, bon, c'est déjà pas mal, mais une Ligue Europa face à l'Olympique de Marseille en 2018. Mais il a raté, lorsque l'Atlético a gagné le titre, lui était à Barcelone. Lorsqu'il revient à l'Atlético, c'est Barcelone qui gagne le titre, donc il a joué de malchance. Il a perdu cette saison la finale de Coupe du Roi aussi face à son ancien club, la Real Sociedad. Donc là, il ne lui reste plus que la Ligue des Champions. S'il part de l'Atlético, où il est le meilleur buteur de l'histoire du club, sur une Ligue des Champions, je pense qu'on lui pardonnera toutes ces années de lose. Et en fait, ça serait limite mérité. Il a tellement donné Enfin, je veux dire, c'est un joueur très, très élégant et très beau à avoir joué. On aimerait qu'il ait vraiment un trophée majeur avec ce club-là. Et si Griezmann gagne la Ligue des Champions, ce serait vraiment l'apothéose d'une carrière assez exceptionnelle pour ce joueur qui est champion du monde, rappelons-le aussi, avec les Bleus. Et on se dit pas qu'il a quitté l'équipe de France un petit peu trop tôt, Antoine Griezmann. Bon, c'est ce qui s'est passé autour de Kylian Mbappé, le Capitana, etc. Mais on se dit qu'il a peut-être quitté l'équipe de France un poil trop tôt et que limite ça serait pas dérangeant qu'il revienne en fait en équipe de France. On voit que Hugo Lloris par exemple est dans songe à revenir, en tout cas par rapport à Lucas Chevalier qui pourrait être écarté en faveur de Hugo Lloris. Exactement, sachant que Hugo Lloris a 39 ans et joue en MLS depuis maintenant 2 ans. On se dit qu'Antoine Griezmann, qui a un niveau assez fou cette saison en Ligue des Champions, au championnat d'Espagne, et qui est relativement jeune quand même, même s'il a le début de trentaine, on se dit que oui, il ferait pas tâche en équipe de France. Et donc oui, c'est un petit regret de l'avoir vu quitter l'équipe de France aussitôt, et surtout de cette manière, c'est-à-dire sans jubilé, sans match un peu d'adieu, etc. Donc il y a un petit goût d'inachevé pour Griezmann avec les Bleus. En tout cas, hier soir, les Français ont été bons. Upamecano, Michael Olise, Ousmane Dembélé. C'est rassurant quand même à un mois et demi du mondial. C'est extrêmement rassurant. Déjà, on a plus ou moins été rassuré par la trêve de mars face au Brésil puis à la Colombie. C'était une victoire relativement pas facile, mais assez sereine face au Brésil. Ensuite, victoire face à la Colombie avec une équipe remaniée. On se dit, si c'est ça le niveau de l'équipe B, on peut vraiment faire de grandes choses en Coupe du Monde. Et oui, quand on voit la dynamique de nos joueurs cette saison, français, bien évidemment, quand on voit leur dynamique, leur constance et le niveau affiché, on se dit qu'ils ne peuvent que garder ce rythme-là pour la Coupe du Monde. Et il faut aussi souligner quand même la bonne saison de Kylian Mbappé, ou du moins à titre individuel. Donc oui, tous ces joueurs-là mis les uns derrière les autres, on dit qu'on va pas non plus être trop prétentieux, mais comment le titre pourrait échapper cette fois à l'équipe de France aussi. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de France, à part Hugo Ekitike qui sera pas là du coup, qui est blessé? Peut-être un peu plus d'entrain au milieu de terrain. On a un milieu relativement défensif. Chouameni, Kanté, Rabiot, c'est assez solide. Voilà, c'est aussi une qualité, mais ça manquerait peut-être d'un vrai numéro 10 établi. On sait qu'il y a une mini concurrence entre Olise et Ryan Cherki. Sur la trêve de mars, Ryan Cherki a été relégué sur le banc par Didier Deschamps. Donc voilà, ça manquerait peut-être d'un milieu un peu plus créatif, créateur, mais sinon, dans tous les aspects du jeu, c'est vraiment exceptionnel. On a même réussi à retrouver un latéral droit. C'était le péché mignon un peu de l'équipe de France. On a réussi à en retrouver un avec Malo Gusto. Donc oui, à tous les étages, c'est du très très haut niveau. L'équipe de France elle a quand même atterri dans un groupe compliqué, le Sénégal, la Norvège. Bon, on dira que ça semble un petit peu plus abordable, mais voilà, c'est pas le groupe le plus simple pour l'équipe de France. C'est pas du tout le groupe le plus simple. L'équipe de France sera attendue notamment par nos amis sénégalais. On sait qu'en 2002, il y avait déjà eu cette confrontation avec victoire du Sénégal, donc il y aura ce petit sentiment, voilà, ce petit duel, cette petite rivalité qui sera là, et ça fera plaisir. Mais l'équipe de France a Didier Deschamps. Et il n'y a pas meilleur préparateur mental et homme prudent que Didier Deschamps, justement, pour avertir ses joueurs en leur disant « Ok, les gars, on est favoris, mais attention, la Norvège, c'est costaud, on connaît toutes les individualités, Odegaard, Haaland, etc. Le Sénégal, très bonne équipe. Champion officiel ou officieux en titre en Coupe d'Afrique. Et puis, comme vous l'avez dit, l'Irak peut-être un peu en retrait. Donc oui, ce qui est bien aussi, l'avantage, c'est que l'équipe de France sera dans le bain dès le premier tour, avec justement ces oppositions qui seront d'un très gros calibre. Donc voilà, pour moi, ça me rassure plus qu'autre chose. J'aurais plus craint qu'on ait un groupe facile et qu'on se fasse surprendre en 16e ou en 8e de finale. Là, d'avoir un groupe assez relevé, ça vous met tout de suite dans la compétition, c'est tout bénef. En tout cas, ce sera la dernière de Didier Deschamps. On espère qu'il ramènera la victoire avec l'équipe de France. Merci beaucoup, Adel Benta, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.